Eh bien, on va commencer. Vincent, tu lanceras le... Ça y est, c'est parti. Voilà, donc merci d'être là, merci de venir ce soir, alors qu'il ne fait pas très beau, mais voilà, pour terminer l'année. Alors, donc ce soir, Pandora est venue de Clermont, donc puisqu'elle est maintenant, elle n'est plus sur Grenoble, mais sur Clermont, Clermont-Ferrand. Elle est venue de Clermont pour nous présenter un sujet voilà, qui nous tient à cœur, qui est donc l'histoire. Comment fait-on l'histoire et quelle est notre histoire nationale, comment la vivre, comment elle est traitée. Voilà, donc c'est un peu une surprise, parce qu'elle nous a fait un petit digeste très court, mais voilà, c'est un peu... C'est pour garder le suspense. Voilà, pour garder le suspense. Merci Pandora. Voilà, donc nous nous réunissons chez moi à quelques-uns samedi pour déterminer un peu le programme de l'année prochaine. Je réitère ma proposition. Si parmi vous, certains portent des sujets sur lesquels ils ont travaillé et se sentent un intérêt à venir les présenter ici, qu'ils me le fassent savoir, vraiment très volontiers. Ça serait même bien qu'on arrive à ce que on ait comme ça, en alternance, un sujet présenté par quelqu'un voilà, un local, quelqu'un d'un dauphinois, en tout cas quelqu'un qui vit ici, et puis quelqu'un qui est invité, qui arrive d'ailleurs, de manière voilà, à diversifier un peu les centres d'intérêt. Les grands sujets que nous allons traiter dans l'année qui vient sont un peu toujours les mêmes. La France, l'intérêt national, le bien commun, hein, donc des sujets assez politiques, parce que c'est ce qui nous paraît important. Ensuite, il y aura toujours des sujets autour d'enjeux comme le transhumanisme. Vous savez qu'on a quand même à Grenoble des centres de recherche et tout un courant transhumaniste qui se manifeste. Et il y a heureusement en dehors de nous des alliés potentiels pour lutter contre ce transhumanisme. Et on a donc tout un combat à mener sur ce sujet. Donc voilà, ça ne sera pas la première fois qu'on le traitera, puisqu'on a déjà eu des conférences là-dessus, mais il faut continuer à travailler le sujet. Et puis, bien sûr, ensuite, des sujets plus de société, et notamment, ce que deux d'entre vous me disaient, je crois que le thème de l'éducation reste un sujet important, la formation, l'éducation, et donc, si vous pouvez nous présenter un sujet là-dessus, ça serait très bien. Voilà, mais ça c'est en avant-première. Samedi, on se réunit chez moi et on va travailler un peu mieux le sujet. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on essaye avec le cercle algérianiste, avec Georges Belser aussi, d'arriver à trouver des sujets qui se complètent, hein, Georges, de manière à ce qu'on puisse voilà, couvrir un peu tous les thèmes. Voilà, merci en tout cas au cercle algérianiste de nous faire suivre vos invitations et on traite aussi des sujets passionnants, hein, pas seulement historiques, mais aussi politiques ou géographiques. Voilà. Pandora, c'est à toi. Très bien. Bonsoir et merci à tous d'être présents ce soir. Donc quelques petits mots avant de commencer. Si pendant mon exposé, vous avez une question sur une définition, quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser la question. J'y répondrai et je reprendrai le fil de la conférence tout de suite après. Donc nous sommes réunis ici ce soir pour parler d'un sujet qui est assez brûlant dans le monde des historiens et qui revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique et très récemment avec les remaniements du programme des collèges, etc. Et donc c'est celui du roman national et qui cache en fait la question de la manipulation idéologique de l'histoire et de l'idée de l'histoire officielle et comment elle est enseignée. Donc tout d'abord, on va faire un effort de définition. Qu'est-ce que l'histoire ? Il me semble important de commencer ici et de donner une définition peut-être un peu personnelle, un peu partisane de ce que je pense être l'histoire. Donc l'histoire, c'est la science du passé. Et le mot science doit être ici compris comme la connaissance, bien évidemment, mais aussi la conscience. Parce qu'il faut connaître le passé pour savoir d'où on vient et où on va. Cette connaissance,
pour permettre l'analyse et la critique, doit être conditionné par un regard le plus objectif possible. Les partis pris, les jugements de valeur sont évidemment à bannir, si c'est une science. L'historien est l'otage des faits. Et cette idée vraiment d'otage de l'histoire, dans le travail de l'historien, j'ai vraiment envie que vous reteniez cette idée pour la suite de la conférence. Non, un bon historien n'est pas celui qui analyse les faits à travers les prismes politiques, idéologiques ou sociaux de son époque. Au contraire, c'est celui qui s'efforce de penser comme un contemporain des faits étudiés. L'histoire doit être froide. Le recul par rapport aux sources, un sacerdoce. Le révisionnisme, un levier intellectuel. Tout savoir historique est éphémère sur le temps long et totalement dépendant des nouvelles découvertes. L'histoire est toujours mouvante et on ne peut pas fixer un savoir historique. Faire de l'histoire, c'est une enquête, une quête même perpétuelle, passée de génération en génération. Donc voilà, ça c'est ma définition de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, elle est quelque peu partisane et absolue, mais elle doit malheureusement être nuancée, parce que cette vision idéale de l'histoire n'est malheureusement pas celle que les faits nous donnent. Et comme je suis historienne, je suis moi aussi otage des faits. Donc, on va faire une petite historiographie de comment l'histoire a été abordée dans l'histoire. Et on peut dire que l'histoire est née à l'époque de la transmission orale. L'historien Georges Lefebvre disait que les premiers historiens furent probablement des poètes. L'invention de l'écriture a donné les premiers récits historiques. Donc on a les chroniques mésopotamiennes, on a aussi les récits mythologiques, mais très vite on distingue le récit mythologique du récit historique qui s'applique uniquement à consigner des renseignements utiles aux générations futures, et notamment au niveau de la royauté. Donc en Mésopotamie, c'était tous les faits et autres qui pouvaient être passés de dynastie en dynastie pour justement pouvoir assurer une continuité dans le savoir de la civilisation. Donc ensuite on peut passer en Grèce avec Hérodote, que tout le monde connaît, et qui est considéré comme vraiment le premier historien. Dans ses enquêtes, il se fait le mémorialiste de faits récents, c'est le premier à faire ça, et notamment des guerres médiques. Thucydide, à sa suite, est le premier à fonder une méthode historique et à introduire l'idée de vérité historique, en plus de celle de mémoire et de transmission. Donc avec Thucydide, on a vraiment une définition de l'histoire qui est assez proche de celle qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc ensuite, au Moyen-Âge, on a le temps de la chronique. Donc les chroniques médiévales sont proches de la chanson de geste, mais au lieu de relater des faits légendaires, relatent des faits réels, mais vu qu'elles sont souvent hagiographiques, elles sont quelque peu embellies et deviennent l'histoire officielle d'une commune, d'un personnage. Par exemple, on a un merveilleux exemple d'histoire hagiographique, c'est la Vita Caroli des Guinard, qui nous donne cette histoire des Carolingiens et de Charlemagne complètement merveilleuse. Mais est-ce qu'elle est vraiment vraie ? C'est un autre débat. Donc ces sources, bien que précieuses pour l'historien contemporain, sont vraiment à prendre avec beaucoup de recul, car elles servent une volonté de postérité avantageuse pour la personne, la commune, la cause qu'elle présente. Donc au temps des humanistes à la Renaissance, en redécouvrant un intérêt pour l'Antiquité, les chercheurs, les intellectuels se plongent vraiment dans les écrits antiques. Donc il y aura quelques écrits sur
on va reprendre les grands personnages romains. À la suite de Suétone, la vie des 12 Césars est redécouverte et certains vont la réécrire. Mais on reste quand même dans le modèle de la chronique. Ça reste le modèle dominant de la source historique à ce moment-là. Et de même sous l'Ancien Régime. Et tout au long, du coup, donc, on va dire c'est quasiment 1000 ans hein, d'écriture, d'histoire, d'enseignement de l'histoire qui va être vraiment mis sous ce prisme hagiographique et d'exaltation des faits d'une commune. Voilà, enfin, les chroniques de communes italiennes, par exemple, sur la ville de Florence ou de Milan ou autres, sont des récits presque fantastiques de l'histoire d'une ville, avec des faits héroïques, et au final, on arrive difficilement à démêler le vrai du faux. Il faut vraiment faire un travail de comparaison des sources pour y arriver. Donc voilà, c'est à cette époque-là, l'histoire est vraiment un effort de mémoire. C'est pour se rappeler et donner aux générations suivantes une connaissance du passé. Donc l'histoire n'est absolument pas considérée comme une science à cette époque-là. Et dans les collèges, les universités, elle est enseignée presque comme de la littérature en fait. On lit les historiens et on les étudie par le prisme du beau. Tout ce qui est bien écrit est forcément vrai. Donc c'est comme ça qu'on enseigne l'histoire jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Et comme une sorte de catéchisme, on retient des grands faits, des anecdotes, sans fil directeur ni chronologie. L'histoire n'a pas de sens. Donc c'est uniquement à partir du XVIIe siècle que l'éducation de l'histoire évolue, avec justement l'enseignement fait dans les hautes sphères, la noblesse, l'aristocratie, les princes, où on va commencer à se focaliser sur les faits et les faits politiques dans un but de connaissance et d'intelligence politique. Donc on n'étudie plus les historiens, comme on le faisait avant, mais bien les faits. Et cet enseignement influencera grandement l'enseignement de l'histoire plus tard. Parce que, comme dans beaucoup de choses, on s'inspire de ce qui est fait dans l'aristocratie pour la ramener vers le peuple. Donc on fait un petit saut et on arrive au XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que l'histoire devient une véritable matière enseignée en tant que telle. C'est aussi à cette époque que naît ce que Pierre Nora, donc un historien assez reconnu, appelle le roman national. Et voici ce qui nous intéresse ce soir. Le terme roman national désigne les grands récits historiques monographiques, monolithiques de l'histoire de France. Les plus connus sont ceux de Michelet et de Lavis, ainsi que dans nos sphères un peu plus réactionnaires, diront certains, l'histoire de France de Bainville. Ces récits cherchent à donner un sens à l'histoire dans un but pédagogique. Chronologique, ils offrent un récit linéaire et cohérent où le personnage principal est la France, vue au travers de ses heures de gloire. Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc, Henri IV, Louis XIV, la Révolution, Napoléon. Voilà ce qu'il faut retenir de l'histoire de France. Construction, apogée, mutation de la France éternelle. Récit digne des cosmogonies antiques, on nous offre le mythe de la France. Si nous avons abandonné le petit Lavis et Michelet, que le terme roman national est passé d'une connotation plutôt belle, aujourd'hui c'est plutôt négatif quand on dit roman national, et on préfère le terme de récit national. Et nombre de politiques se prononcent en faveur de l'enseignement d'une histoire officielle. Récemment, notre cher président Emmanuel Macron
c'est confié sur France Culture en faveur d'un récit national qui aiderait justement à aimer la France, connaître la France, etc. Le Front National, évidemment, l'a carrément mis dans son programme électoral qu'il fallait remettre le roman national au goût du jour. Monsieur Mélenchon, quand on lui a posé la question, a dit que le roman national étant quelque chose qui venait de la Troisième République, il fallait le garder parce que c'était notre héritage français. Donc, au final, cette idée de roman national, récit national, est toujours très présente dans les esprits, et elle a vraiment une dimension politique. Donc, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est est-ce que cette vision de l'histoire idéologisée est-elle nécessaire à l'enseignement de l'histoire? Est-ce que l'histoire neutre, froide, serait trop absconde pour les enfants? Quels sont les avantages et les inconvénients de cet enseignement? C'est ce que je vais essayer de démêler dans mon exposé qui va suivre en 3 points. Donc, le premier point, le roman national serait-il le garant d'un sentiment national? Donc, pour commencer, certains ici ont peut-être eu le petit Lavis entre les mains, sur la couverture, il y avait marqué « Enfant, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. » Donc voilà, tout un programme, c'est marqué dessus. Donc on va commencer par parler un petit peu de la naissance du roman national et surtout de sa raison d'être. Le roman national est né de la volonté de donner à l'histoire de la France un sens, à vanter sa grandeur. Les événements s'enchaînent logiquement et sont le fait de grands hommes qui ont contribué à la formation de l'État-nation, véritable visionnaire quasi mystique, s'appuyant sur ce qui aurait fait l'essence même de la France. Chrétienté, unification autour du roi, révolution, progrès technique. Ça, ce sont les 4 grands fils directeurs du roman national français. Le roman national, utilisé par la Troisième République, sert aussi à l'unification jacobine de la France. Il est fait pour être partagé par tous les Français et les lier entre eux. Nos ancêtres les Gaulois, de la Picardie à l'Océanie. L'école est le lieu privilégié pour enseigner cette vision de la France, unique, et pour qu'elle puisse fonctionner, il faut mettre l'accent sur ce qui est beau et grand, et effacer ce qui risque de diviser et amoindrir la nation, ou du moins son image. Dans le roman national, la France relève de l'essence. La France est un organisme vivant. Michelet en parle comme d'une personne. Lavis, pareil, essentialise une sorte d'âme française. Et Jacques Bainville fait de même. C'est vraiment cette idée de France éternelle qui ne serait pas réellement une construction politique, culturelle au fil des siècles, mais elle est par elle-même, et tous les événements émanent d'elle pour accomplir son potentiel. Le roman national est donc hagiographique. Et comme dans tous les récits hagiographiques, on embellit les choses pour les rendre plus aimables. Car le roman national, c'est avant tout une histoire d'amour. Il faut se rappeler les mots de Lavis que je disais tout à l'heure. C'est « tu dois aimer la France ». C'est un devoir. Et en effet, comment pourrions-nous aimer une France qui ne serait pas excellente et cohérente? Le XIXe siècle
bien que moderne par bien d'aspects, n'est pas aussi coupée de la tradition que notre époque. Dans une France toujours très catholique, l'idée de fille aînée de l'Église est bien ancrée dans les esprits. L'histoire de France va forcément dans ce sens et contribue à l'idée de destin commun qui a mené toute une jeunesse jusqu'aux tranchées de Verdun pour l'amour de la France. Parce que c'est vraiment, pour revenir un peu sur Verdun, ce qui a fait naître ce sentiment national, c'est aussi l'éducation de la Troisième République, donc on a beaucoup de choses à lui reprocher, mais cet enseignement de l'histoire, vraiment, voilà, le roman national a fait naître dans le cœur des jeunes Français de cette époque ce sentiment de destin commun, d'amour de la France inconditionnel, et qui les a fait se briser malheureusement dans les tranchées, mais par amour. Donc c'est vraiment c'est ce que je disais, le roman national, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour des Français à la France. Excusez-moi, pourquoi c'est mal qu'il soit brisé dans les tranchées de Verdun? Je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est dommage pour eux, mais que le geste est beau. Pourquoi c'est dommage pour eux? Bon, ils ont un petit peu laissé la vie quand même, Bah, par centaines de milliers. voilà. Perdre quasiment toute une génération de jeunes hommes. Ça, c'est la faute de la Troisième République. Ah oui. Ah bah évidemment. Non, c'est la faute aux banquiers qui ont déclenché la Première Guerre mondiale. On va pas déclencher. On va pas lancer la polémique maintenant, mais... Évidemment, une partie de l'éducation de la Troisième République a permis ce don d'eux-mêmes pour la nation. Ça, c'est négatif. Un sentiment charnel. Absolument pas. À quel moment j'ai dit que c'était négatif? Je sens que vous utilisez un mot à connotation. C'est dommage pour eux. Ils se sont brisés. C'est vrai. Ils ont été sacrifiés. Bah oui, c'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est beau. Oui, d'accord. Il est beau même s'il est tragique. D'accord. La Première Guerre mondiale est tragique. Donc, reprenons. J'en étais où? J'en étais là. Donc, notre belle France a désormais sa propre légende dorée avec le roman national. Et elle est nourrie par les figures remarquables les figures vraiment sont des images d'Épinal. Quand on pense roman national, on pense Vercingétorix, le guerrier gaulois moustachu avec son casque ailé, à Charlemagne, le roi à la barbe fleurie, Saint-Louis qui donne la justice sous un chêne. Toutes ces images-là ont nourri des générations et des générations d'enfants qui sont, et avec ces images tellement marquantes, elles sont poétiques, elles donnent envie d'aimer la France, effectivement. Mais finalement, avec ces images-là, est-ce qu'on ne joue pas sur un terrain glissant entre le mythe et la réalité? Parce qu'elle est là, la limite du roman national. À vouloir donner une image parfaite de la France, on fait des oublis volontaires, on invente un peu, on brode. Un des exemples les plus probants est la bataille de Poitiers. Charles Martel est dépeint comme un héros qui a repoussé l'invasion sarrasine. Et certains diront même que la face de l'Europe aurait été changée si Charles Martel avait perdu à cette bataille de Poitiers. Mais finalement, quand on regarde les faits de façon froide, la bataille de Poitiers ne servait absolument pas ces intérêts-là. La bataille de Poitiers, ça n'était pas la France chrétienne contre l'invasion musulmane. Non, du tout. En fait, la bataille de Poitiers, c'était une machination politique de la part de Charles Martel pour prendre le dessus par rapport aux Mérovingiens. Au final, les forces en place étaient très équilibrées, environ 20 000 personnes de chaque côté, donc pas des hordes et des hordes contre une petite délégation de chrétiens qui se sont battus. Voilà.
et au final, ça n'était qu'une contre-razzia. Parce que tout ce qu'on a évité finalement réellement politiquement, c'est le pillage de Poitiers. Parce que les Sarrasins n'étaient pas là pour s'installer, ils étaient là pour piller. Et ils se seraient très certainement repliés parce que de toute façon, à ce moment-là, on voit bien que les Omeyyades sont dans une phase de déclin. Donc, maintenant qu'on a du recul en fait sur toutes ces choses-là, qu'on a pu croiser les sources, qu'on a pu voir sur le temps long, non, ça n'aurait pas changé la face de l'Europe. Et au final, le grand perdant de cette histoire, c'est Eudes d'Aquitaine. Parce que Eudes d'Aquitaine, qui ne voulait pas se soumettre aux Mérovingiens, a été forcé, avec l'aide de Charles Martel, de le faire. Et Charles Martel, devenu maire du palais, a pu mettre les Carolingiens, petit à petit, au pouvoir, avec les Pépinides, puis Charlemagne. Donc au final, ça n'était qu'une machination politique. Quand même, ils étaient déjà à Bordeaux. Ils étaient déjà à Bordeaux, mais ils étaient déjà dans une phase de déclin, donc c'est quelque chose qu'on aurait pu résorber par d'autres batailles. Après, il y a toujours un... Comment dire ? La bataille de Poitiers est toujours en débat. Mais actuellement, les sources nous disent que c'était pas quelque chose d'aussi gros que ce qu'on en a fait. Et en question, ça n'était pas défaire l'islam, mais au final, c'était bien soumettre l'Aquitaine. Excusez-moi, mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas aussi faire l'hypothèse inverse? S'ils avaient gagné, est-ce que ça n'aurait pas renforcé leur pouvoir et freiné leur, leur éventuelle régression? Bien sûr. Et donc, moi, je suis à partir du moment où c'était une razzia, ça n'était pas fait dans le but de s'installer. Mais bon, si la razzia avait réussi, ils se seraient installés. Ça aurait fragilisé Poitiers. Est-ce que ça aurait fragilisé le royaume de France? Absolument pas. Parce que déjà, il n'y avait pas de royaume de France. Mais ça n'aurait pas... Ça aurait peut-être retardé, comment dire, la soumission de l'Aquitaine, éventuellement. Mais en tout cas, voilà, j'ai justement choisi cet exemple parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir et on a beaucoup de mythes justement autour de la bataille de Poitiers. Mais finalement, le mythe c'est le bienvenu, disons. Voilà, il est le bienvenu parce qu'il rassemble beaucoup plus que les faits. Et puis d'autant plus actuellement. Voilà. Et le mythe, qu'est-ce que c'est? C'est l'inconscient collectif. C'est le récit appris de tous. C'est ce qui nous relie. Oui, mais ce n'est pas une fable. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, le roman national reprend à son compte quelques grands événements glorieux ou présentés de façon glorieuse, et l'unité crée, ou si j'ose dire, uniformise, voilà, je me suis perdue dans mes notes, excusez-moi. Oui, voilà, donc les faits qui sont relatés, donc, qui sont soit glorieux, soit présentés de façon glorieuse, créent une unité, voire une uniformation, et servent à faire naître un véritable sentiment national, ce qui est en soi une très bonne chose. Voilà, c'est dit, mais le risque... Ce qui est efficace. Voilà. Ce qui est efficace. Ce qui est efficace. Mais le risque reste quand même la découverte du poteau rose. Tout à fait. Ce qui me fait arriver sur ma deuxième partie, est-ce que finalement le roman national ne serait qu'une manipulation idéologique? Ça, c'est une grande question et je vais tenter d'y répondre. En ayant recours à la simplification, le roman national fait
énormément de raccourcis. Et en histoire, quand on fait des raccourcis, qu'est-ce qui arrive? Les contresens. Et les contresens deviennent possibles. Alors, on a assez de chance qu'il n'y a pas eu d'énormes contresens dans les romans nationaux, mais dans le cadre notamment du roman national de Michelet, beaucoup de choses sont à revoir. Parce que Michelet nous offre un récit qui est monolithique, qui n'a pas de nuances, et il ne s'adapte absolument pas au public, et comme j'utilisais le terme tout à l'heure, c'est vraiment de l'uniformisation. Donc quand on fait ça, il n'y a plus d'esprit critique. Et l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit d'analyse et l'esprit critique par rapport aux sources. C'est une science. C'est une science. Donc Michelet nous offre une grille de lecture. Voilà, la France avait une essence et elle s'est construite dans son potentiel avec ce fil directeur. Mais cette grille de lecture donne un écueil terrible qui est celui de vouloir tordre les faits pour les faire rentrer dans des cases. Parce qu'évidemment, si quelque chose dépasse, c'est comme dans une équation. Si un chiffre n'est pas tout à fait le bon, le résultat est mauvais. Et justement, pour que le roman soit complètement cohérent, eh ben, on a dû couper quelques têtes qui dépassaient, réaménager quelques faits, en effacer d'autres. Par exemple, toute la colonisation, notamment celle du 19e siècle, est absente des romans nationaux, parce qu'elle ou du moins traitée de façon positive. Alors qu'il y a certains faits qui pourraient être vus de façon négative. Mais ça divise. Comment enseigner dans les colonies une histoire de la colonisation si elle est froide? Si on dit que telle ou telle chose ont été faites? On ne peut pas. C'est donc un roman idéologique. Mais il faut savoir quelle idéologie est mise derrière. Et c'est là que c'est le second piège du roman national, c'est que c'est un récit mouvant, dépendant de l'idéologie sous-jacente. On a un Michelet qui va être républicain, même s'il a pu être assez critique de la Révolution française, mais tout son roman va aller dans le sens d'une France démocratique, d'une France qui voilà, la liberté, ces choses-là sont importantes dans le roman de Michelet. Chez Bainville, au contraire, ça va être l'exaltation de la monarchie française. Tout a été fait grâce au roi, grâce à la chrétienté, grâce à cette idée de destin commun de la France. Quand on lit Bainville, on a l'impression que tout le monde a été nationaliste, royaliste depuis Vercingétorix. Alors c'est très beau, effectivement, mais au niveau de l'honnêteté intellectuelle et de l'honnêteté historique, on est déjà dans la manipulation. Aujourd'hui, le récit national, qui est officiel, procède de la même méthode, bien qu'ils ne suivent pas le traditionnel Vercingétorix, Napoléon, etc. Quand on regarde les programmes enseignés à l'histoire, il y a un récit idéologique qui sert les intérêts politiques actuels. Par exemple, on va parler des Romains et des Francs qui sont appelés migrants. Les migrants romains, les migrants francs, dans des manuels scolaires qui sont sortis cette année.
Oui, oui. Oui, oui. On ne parle plus des invasions barbares. On parle des migrations barbares. Et ça, c'est vrai parce que j'ai passé un test pour donner des cours à domicile et on m'a demandé les dates du sac de Rome par les migrations barbares. Si je puis me permettre, justement, là je t'interromps parce que les migrations donc des Germains, etc., notamment des Francs, des Saxons, etc., Oui. qui venaient de Scandinavie, étaient justement provoqués par des bouleversements climatiques. Oui, oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'historiographie... Même que les Africains, etc. Donc, Oui, oui, non, mais dans l'historiographie, on appelait ça les invasions barbares. Oui, non, mais non, mais il y a un changement de... Ce que je veux dire, c'est que le changement de mot, de passer de invasion à migration, pour le coup, je ne suis pas persuadé qu'il y ait besoin de polémiquer pour ces... Non, non, je ne polémique pas d'un point de vue identitaire à ce niveau-là. Je polémique au niveau, et tu me permets de rebondir sur la suite de la conférence, c'est que c'est l'enseignement de l'histoire officielle par l'éducation nationale est une formation de l'esprit orienté. En supprimant le mot invasion, on supprime l'idée d'invasion. Bien sûr. Oui, puisque c'est Et ça n'est, à mon sens, absolument pas le but de l'histoire. Et même quand le roman national peut aller dans le bon sens, celui qui nous plaît, la manipulation idéologique reste un piège. Parce qu'elle est facilement réfutable. Il suffit d'ouvrir un livre universitaire ou autre, et finalement, on se rend compte de ces choses-là. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où l'information circule rapidement, facilement, on peut trouver très facilement des articles académiques qui vont à l'encontre de notre récit et de notre roman national. Le piège aussi, c'est que s'appuyer sur des faits erronés biaise le raisonnement empirique. Et donc là, je parle surtout pour les maurassiens et les amateurs de Charles Maurras qui sont dans la salle. On connaît bien l'empirisme organisateur de Maurras, et si on s'appuie sur des faits historiques biaisés, le savoir d'où on vient pour savoir où on va, au final, on peut faire des erreurs, parce que c'est de l'approximation. Et finalement, ce qui est, à mon sens, quelque chose qui est encore plus grave à notre époque et qui est alimenté en plus justement avec l'ère d'Internet, c'est que ça alimente les idées complotistes. Quand on dit non, mais si on enseigne l'histoire comme ça, mais que moi je crois justement à la bataille de Poitiers où Charles Martel a bouté les musulmans dehors, et je crois aussi que Charlemagne avait effectivement une barbe fleurie alors qu'il était glabre, et etc., ça peut alimenter des idées complotistes et donner un sentiment de méfiance et de défiance envers tout ce qui va être officiel, en disant non, mais en fait, finalement, il y a une histoire officielle qui est fausse, moi je détiens la vérité, mais sans jamais se remettre en question soi-même. Et c'est à mon sens un des pièges du roman national, quelle que soit finalement son idéologie. Là, je parle dans notre cas parce que souvent on agite des cartes, en fait, comme ça, qui relèvent quasiment du mythe national et qui sont démontables par quelqu'un qui a étudié l'histoire, par un historien académique, qui dira, ben non, irrecevable. Parce qu'il y a une différence entre se mémorer les faits et les commenter. Effectivement, Voilà, effectivement. Je ne vois pas comment on peut trouver l'équilibre. Oui. Bah justement, vous me permettez de rebondir donc, sur ma dernière partie qui pose la question, est-ce qu'une troisième voie d'enseignement de l'histoire est possible? Alors, pour moi, cette troisième voie peut être
résumé par la petite formule « l'utilité du mythe et la nécessité de la vérité ». Donc l'utilité du mythe, pourquoi? Parce qu'un mythe, c'est fondateur. Et tous les mythes même de la Grèce antique, etc., ont toujours eu une fonction initiatrice qui ancre l'enfant dans un langage symbolique qu'il est apte à comprendre. Et effectivement, le mythe crée l'identité. Et en ça, c'est très, très, très important. Le mythe historique peut se baser sur des faits réels et être embelli comme une légende pour donner, justement, comme je disais tout à l'heure, une symbolique. Voilà. Et dans le cadre du roman national, il ne faut pas y voir l'histoire de France, mais le symbole de la France. Et enfin, la nécessité de la vérité. Pourquoi? Parce que si on dit à un enfant l'histoire est une science, mais que au fil des années, il se rend compte que ce qu'on lui a appris 1 année, 2 années plus tôt, ben en fait c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait vrai. Il va se dire mais pourquoi on peut éviter, en disant la vérité, un sentiment de déception et de mensonge. Et moi, par exemple, quand je suis arrivée en première année de fac, et qu'on m'a dit, comme quasiment tous les jeunes historiens qui arrivent en fac d'histoire, tout ce que vous avez appris jusque-là, c'est soit faux, soit incomplet. Oui. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai appris jusque-là alors? J'ai appris l'histoire officielle, j'ai appris de l'idéologie. Et donc, ce sentiment peut arriver plus tard, parce que quand on est en fac d'histoire ou autre, ensuite on a un cadre, on nous apprend pourquoi on a appris comme ça et tout. Mais à l'heure d'Internet, de l'information, un jeune qui va avoir un souvenir d'un fait historique, il va aller sur Google, il va aller sur Wikipédia et ça va pas du tout être ce qu'il s'est mémoré. Et il va dire mais on m'a menti tout ce temps-là. Et de nos jours, je pense qu'il y a déjà un sentiment de défiance chez les jeunes par rapport à l'autorité, par rapport aux aînés, par rapport à leur éducation, qui est déjà énorme et qui n'a pas besoin d'être alimenté en plus par des choses aussi concrètes et aussi importantes. Parce que l'histoire, c'est très important. Et ça, ils l'ont bien compris en l'idéologisant et en le politisant. Et enfin, la nécessité de la vérité, c'est de pouvoir connaître le bon et le moins bon pour pouvoir avancer. On revient encore à l'idée d'empirisme organisateur. Quand on sait pourquoi Louis XVI, finalement, a une part de responsabilité dans la Révolution, qui n'est pas juste une victime des personnes qui ont voulu faire la Révolution, et surtout que absolument pas du peuple, et ben on est capable de se dire, ben voilà, Louis XVI c'était peut-être un roi, c'était peut-être quelqu'un de bon, mais là, il a fait une erreur. Cette erreur, il ne faut pas la refaire. Alors que si on est dans un angélisme où justement la Révolution est un fait horrible, un complot contre la royauté, la belle royauté, etc., et ben on va dire, ben non, il suffit de remettre un roi et de reprendre la monarchie, et puis ça efface tout le mauvais qui a suivi. Mais non, il faut connaître le bon et le moins bon pour avancer. Donc, après tout ceci, je vais faire une petite conclusion et ensuite je vous inviterai à me poser des questions pour continuer le débat. Donc pour conclure, le roman national contribue à donner une vision de l'histoire continue, cohérente et porteuse de valeurs. En cela, c'est une bonne chose. Mais ça n'est pas le but réel de l'histoire.
L'histoire, c'est l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Le roman national, il est centralisateur, jacobin, et uniformise vraiment la pensée. En cela, il est moderne. Et même s'il est nécessaire de défendre une certaine vision de la France, de faire aimer la France, il faut le faire en toute conscience, sans idéologiser au profit de la vérité. L'histoire de France est belle, car c'est la nôtre. Et comme dans un mariage, nous l'aimons pour le meilleur, comme pour le pire. Merci. Alors, qui veut réagir? On va... Allez-y. Vous opposez en fait d'un côté le mythe et de l'autre côté l'objectivité. C'est ça. Mais est-ce que l'objectivité n'est pas un mythe? À savoir que souvent on considère que, tout à fait, on considère qu'on utilise l'histoire comme un réservoir à justification. Ça veut dire que pour défendre une idéologie, ce qu'on peut défendre n'importe laquelle, on va aller piocher ce qui nous intéresse. Finalement, on n'a pas besoin du mensonge, on n'a pas besoin du mythe pour manipuler l'histoire. Un bon exemple, par exemple, on parle beaucoup au collège du fascisme, les liens sont incollables sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont incollables sur Adolphe, mais ils sont nullissimes sur Pol Pot et Staline. Donc du coup, on ne leur ment pas aux enfants, on trie les faits. Donc le problème, l'histoire a toujours été un réservoir à justification. Évidemment. Et donc du coup, le problème, c'est que... Ça, c'est le récit national. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tellement... dans ce que vous dites, il y a plein de choses qui me semblent effectivement également connotées d'un mythe. On a tous notre sensibilité personnelle. Donc cette objectivité-là, elle est très difficile à obtenir. Et on pourrait même faire un parallèle avec les médias. À savoir que l'histoire et les médias, c'est le même problème entre l'actualité d'aujourd'hui et l'histoire d'hier. On a le même problème d'objectivité. À la limite, on pourrait imaginer des journalistes qui, où sur France 2, il y a 30%, si telle partie a fait 25% aux élections, ben, il y a 25% de journalistes de France 2 qui partagent ces idées-là. On sait bien que ce n'est pas du tout ça. Et de la même façon, par exemple, si vous allez sur Wikipédia, par exemple, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je lisais un texte sur la guerre d'Espagne, et c'était truffé de remarques, genre les historiens connotés d'extrême droite pensent que, vous verrez jamais sur Wikipédia, les historiens connotés d'extrême gauche pensent que... Oui, évidemment. Le mieux, je suis d'accord avec vous, il faut approcher cette objectivité-là, mais le problème c'est qu'on se heurte sur cette question de tri des informations. Oui, et justement... On va rebondir avec une autre question. Oui, alors il y a le roman national, actuellement, en 2017, il s'intègre aussi dans le roman européen. Oui. Et ce qu'on enseigne dans les écoles, par exemple, je prends l'exemple de la guerre de 14-18, on dit il y a eu l'archiduc qui a été tué à Sarajevo, et de là, par un jeu d'alliance et un jeu de domino, la guerre a éclaté de manière nécessaire. Alors que certains sont allés voir justement, comme tu le disais, les sources, et que dans les sources, bien avant 1914, les anglo-saxons avaient prévu de dégommer un concurrent commercial continental, non pas maritime, mais continental. Ils avaient prévu, bien avant 1914, de dégommer le concurrent commercial allemand. Bien avant 1914. Et l'assassinat de l'archiduc n'a été qu'un prétexte pour déclencher cette guerre mondiale. Donc le roman national français s'intègre aussi dans le roman européen, et là, on est en plein roman. Oui, et puis même aujourd'hui, c'est un roman, enfin, il y a tout un courant de l'histoire qui s'appelle l'histoire globale, qui est repris à bon compte dans les programmes actuels. C'est qu'on voit l'histoire d'un point de vue très large géographiquement, avec des liens qui sont faits justement, voilà, Sarajevo, etc. Et cette histoire globale répond au multiculturalisme, évidemment, et on se dit, bah, ça parlera plus aux élèves. Et donc on enseigne aussi au choix l'histoire de la Chine ou l'histoire de l'Afrique. C'est dans les programmes, hein,
c'est l'enseignant qui choisit. Il me semble que c'est en 5e ou en 4e où on choisit chaque année, il y a un chapitre d'enseignement de l'histoire qui est fait en dehors de l'Europe, en dehors de la France. Et justement, c'est ce qui a fait polémique, c'est cette histoire devenue plus globale qu'on a substituée à Charlemagne, par exemple, ou certaines figures qu'on dit « oh là là, on ne l'enseigne plus ». Et en fait, c'est pour enseigner cette nouvelle histoire idéologique, évidemment, mais globale et multiculturelle. Oui, moi j'ai été très intéressé par ton exposé. Il y a tout de même une avancée de la science historique qui a été due notamment à des historiens royalistes, mais pas seulement, hein, et qui a permis d'abord de faire une analyse du temps long. Je crois qu'aujourd'hui, on a les instruments scientifiques pour faire une analyse du temps long, pour regarder justement les phénomènes démographiques, les phénomènes géographiques, économiques, climatiques, et qui quand même sont accessibles alors qu'ils ne l'étaient pas il y a encore un siècle. Oui, oui. On n'avait pas ces données-là. Aujourd'hui, on les a. Même 50 ans. Hein. Voilà. Et l'autre grande approche quand même novatrice qui est intéressante, c'est de ne pas seulement s'intéresser à l'histoire des nations, à l'histoire des faits politiques, mais de s'intéresser au peuple, au village, au terroir, hein, et de regarder que s'est-il passé en Dauphiné. Comment le Dauphiné a évolué dans un ensemble plus vaste qui est l'ensemble français, mais d'avoir une approche quand même micro-historique. Et ça, je trouve que c'est passionnant. C'est passionnant et malgré tout, on se rejoint tous. Moi, je suis frappé. Bien sûr qu'on peut s'opposer, on peut même utiliser l'histoire pour se battre et se détester, mais moi, le constat que je fais, c'est que, au contraire, entre historiens, je trouve qu'il y a plus de points d'accord que de désaccords. À condition que les gens soient objectifs et sérieux, ils arrivent quand même à des conclusions qui sont voisines. Oui. Ils peuvent se disputer sur des détails ou des interprétations ou des commentaires. Parce que mais l'objectif absolu n'existe pas. Oui, mais justement, pour juger d'un fait historique, il faut savoir qui l'a inspiré, pourquoi, et quel était son comportement. Et tout ça, c'est subjectif par rapport à la personne de celui qui prend la décision. Les rois, autrefois. Bon, et puis maintenant, ce sont les présidents de la République. Mais les faits historiques ne sont pas uniquement le fait des dirigeants. Non, mais c'est toujours le fait d'un être humain. C'est pas comme un orage qui tomberait. Non, évidemment, mais c'est une escalade de faits. Bien sûr, voilà. L'histoire. Tout à fait. Quand on a une décision historique qui est prise effectivement par un grand homme, parce que là voilà, on est en plein dans le roman national. On nous dit que voilà, Charlemagne a inventé l'école. Non, absolument pas. Il n'a pas inventé l'école. Il ne savait même pas écrire. Il savait lire, mais il ne savait pas écrire. Mais par contre, il a favorisé une certaine forme d'instruction. C'est tout ce qu'il a fait, ça n'est pas l'école. Oui, oui, bien sûr. Et toutes ces choses-là, l'école n'existait, enfin, l'école d'instruction n'existait pas avant. Évidemment que oui. À l'Antiquité, etc. Donc c'est une redécouverte. C'est une... Oui, sur le plan de la chronologie. Voilà, sur le plan de la chronologie, c'est toujours sur le temps long. Et au final, c'est un peu comme aujourd'hui avec les réformes politiques. Elles sont prises à un moment T, mais elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'évolution des mentalités, elles viennent de faits divers, elles viennent de choses qui ont touché un nombre assez conséquent de gens pour que ça remonte et pour qu'une décision soit prise. Oui, et du coup, ne voir l'histoire qu'à travers la décision, c'est plus faire de l'histoire. Oui. Faire de l'histoire, c'est collecter des sources et comparer les sources. Point final. C'est tout. On est d'accord. C'est tout. On est d'accord. Et ça n'est pas les interpréter avec un quelconque biais pour alimenter un discours politique. Par contre, le politique se doit d'utiliser l'histoire à des fins politiques. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Bien sûr. Bien sûr. Et ça n'est absolument pas le problème de l'histoire. Thucydide, pour moi, c'est vraiment l'archétype du bon historien, puisque
dans la guerre du Péloponnèse, il ne prend jamais parti ni pour Sparte ni pour Athènes. Et jusqu'à la fin, et c'est ça qui fait qu'il est moderne et qu'il est toujours d'actualité. Et on ne peut pas comprendre la Grèce moderne si on n'a pas lu Thucydide, parce que dans les traits caractéristiques des Spartiates et des Athéniens, on retrouve des traits encore actuels chez les Grecs d'aujourd'hui. Hein, cet esprit de cité, cet esprit de... Voilà, c'est assez... Alors je pense à Thucydide, mais j'imagine qu'en Chine, les spécialistes de l'histoire en Chine doivent aussi avoir leurs grands historiens. Et... Oui, effectivement. Et puis bon, quand on sait que Confucius a pu inspirer Aristote, on sait qu'il y a quand même eu des liens à cette époque-là, même entre la Chine et la Grèce. Donc effectivement, le cas de Thucydide, pour rebondir un peu, il est vraiment intéressant avec cette idée de vérité et de tendre à l'objectivité. Voilà, l'historien doit tendre à l'objectivité. Il n'y arrivera jamais complètement, parce qu'on reste des êtres humains, et qu'on est tous les produits de notre époque, de notre vécu, de nos opinions, mais il faut s'en détacher le plus possible. Et le roman national ne fait absolument pas ça. Ce qui est vraiment dommage. Et voilà, quand Pierre Nora appelle ça le roman national, c'est vraiment parce que c'est l'opposition, l'histoire avec un grand H, et des histoires. Le roman national, ce sont de belles histoires. Oui. Voilà, mais pas l'histoire de France, en tant que telle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Est-ce que par rapport à ça, là, vous parliez des historiens qui entre eux arrivent à s'accorder? Est-ce qu'on ne pourrait pas évoquer l'idée qu'entre honnêtes hommes ou femmes, on peut se mettre d'accord sur la structure, l'analyse qualitative des événements, des liens, ça a causé ça, mais qu'en fait le problème, il sera toujours au niveau de la quantification des choses, c'est-à-dire qu'on pourra toujours dire, ben voilà, tel événement, ça a eu tel effet positif, tel effet négatif, mais après quand il s'agit de pondérer, est-ce que finalement l'événement dans sa globalité a eu un effet positif ou négatif sur le pays, bah ça, là du coup c'est très difficile, parce que là ça apporte un aspect quantitatif, donc finalement cette objectivité-là, on peut l'obtenir sur le qualitatif, mais pas le quantitatif. Dire qu'un fait a eu un effet positif ou négatif, c'est faire un jugement de valeur. Donc, en histoire, on ne peut même pas parler d'événements positifs ou négatifs. On peut parler d'événements positifs dans le contexte donné, qui n'est pas forcément un événement positif ou négatif dans l'absolu. Par exemple, c'est le cas des guerres. On apprend souvent en histoire, les guerres, il y a forcément le camp des gentils et le camp des méchants. Très souvent, c'est analysé comme ça. Notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a ce prisme, cet inconscient collectif autour des deux camps qui est forcément biaisé. Mais au final, une guerre, c'est juste l'affrontement de deux intérêts qui ne s'accordent pas. Et il n'y a pas de côté négatif ou positif dans les intérêts. Ce sont deux intérêts qui s'affrontent. Donc il n'y a pas de morale dans l'histoire? Évidemment que non. Pourquoi faire de la morale en histoire? Il y a des lois mémorielles. Ah, les fameuses. Effectivement. Oui, on peut couper. Voilà. Alors effectivement, sur le cas des lois mémorielles, donc je n'ai pas osé en parler dans mon exposé, mais on aurait pu, parce que ça rentre vraiment dans l'idéologisation de l'histoire et la manipulation idéologique. Et c'est ce que je disais. Le levier intellectuel de l'historien, c'est de toujours faire du révisionnisme. C'est de toujours questionner les sources, parce que c'est ça le révisionnisme. C'est qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a découvert, où est-ce qu'on s'est planté, est-ce qu'on s'est planté, oui, non, on continue, on réfute. L'histoire se construit comme ça. Le cas de Charlottesville aux États-Unis là récemment, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça, c'est la moralisation de l'histoire. Et à partir du moment où on fait ça, on fait quoi? On détruit les statues, on détruit le passé. Les statues de Colbert. Ah oui, donc on porte toujours un jugement moral. C'est ça, on porte un jugement moral. Alors qu'il ne faudrait pas. On a un vécu psychologique,
on a toute une vie derrière soi. Donc forcément, même si on veut tendre vers l'objectivité, il y aura toujours une part de subjectivité. Il y a un mot qui a mal tourné comme ça, qui est devenu péjoratif alors qu'il ne l'était pas, c'est le mot colonisation. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'horreur, et même le pape parle de quelque chose d'horrible. Alors que quand on regarde historiquement, c'est pas un historien des arabo-musulmans, c'est toujours du côté de l'Occident. Que serait la France si elle n'avait pas été colonisée par les Romains? Bah oui, bien sûr. Tout à fait. Et que serait l'esclavage s'il n'y avait pas eu des rois africains qui avaient vendu leurs concitoyens? Bien sûr. Donc voilà, il y a des mots qui se pervertissent ou qu'on pervertit de manière idéologique. Voilà, et c'était un petit peu le but de cet exposé, c'est de nous faire remettre en question tout ce rapport qu'on a à l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? De l'histoire. On veut la vérité historique. Alors trouver la solution, c'est quoi? Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire, si on a des enfants qui vont à l'école publique, compenser l'idéologie républicaine par les mythes, mais tout en disant que c'est un mythe. Et petit à petit, intégrer de la vérité. En disant... C'est comme le Père Noël, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut intégrer beaucoup plus tôt que ce qu'on fait actuellement, où jusqu'au lycée, il n'y a pas de réelle réflexion historique. Alors que je pense qu'un enfant est capable de comprendre la différence entre Saint Louis qui donne la justice sous son chêne et le ministre qui la rend comme un et Saint Louis qui part dans les croisades, qui fait vraiment qui n'est pas que, enfin, qui est un saint chrétien et un roi chrétien qui a fait énormément pour la France, mais qui n'est pas non plus exempt d'erreurs politiques et de choses un peu moins belles sur son règne. Et comment vous voyez Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc? Oui. Alors, il faut vous demander à qui? À l'historienne ou... À l'historienne, bien sûr. Alors, à l'historienne, le cas de Jeanne d'Arc est très intéressant parce qu'il est entièrement documenté par la source de son procès. Oui, donc, ce qu'on retient en histoire, c'est que Jeanne d'Arc a réellement existé, que Jeanne d'Arc a fait de très grandes choses, qu'elle s'est effectivement rendue sur les champs de bataille, qu'elle a été portée par au moins elle, bon là c'est l'historienne vraiment qui parle, mais elle a été portée par sa foi, elle a été... l'historien ne peut pas dire elle a été envoyée par Dieu. L'historien ne peut dire qu'elle a été portée que par sa foi. Mais pour moi, elle a été envoyée par Dieu, évidemment. Mais c'est un avis personnel. Voilà, mais c'est un avis mais personnel. Elle a bien précisé que c'était son avis personnel et pas l'aspect historique. Voilà, donc l'aspect historique, elle a été portée par sa foi. Et c'est justement un des exemples du roman national qui finalement est très peu romancé par rapport à d'autres, mis à part le côté éventuellement petite bergère, voilà. Ça, au final, on sait qu'elle vient d'une famille et qui est relativement aisée et qu'elle était très certainement pas une petite bergère, mais ça la rend d'autant plus aimable. Comme je disais tout à l'heure, voilà, le roman national est fait pour rendre les figures, la France, aimable. Mais au-delà de ça, les faits, vu qu'on a une source incroyable avec son procès, on peut difficilement le contester. Et il y a très peu de gens qui osent remettre en question son existence. Alors, vous dites que Charles Martel, simplement, sa situation, elle était par rapport à son roi, par rapport à l'Aquitaine, enfin pas par rapport à un danger couru par la France. Non. Et pourtant. Non.
ils étaient arrivés à Bordeaux. Et pourtant, ils avaient déjà conquis la Côte d'Azur. Il manquait quoi pour vous affoler? Conquis la Côte d'Azur. Bien sûr que si. C'est le fils de Charles Martel. Est-ce qu'ils l'avaient conquis ou est-ce qu'ils l'ont occupé temporairement? Du point de vue de l'Europe, parce que les pentes est plus importante que Poitiers. Avec l'intention de... Comment? Parce que du point de vue de l'Europe, est-ce que les pentes est plus importante que Poitiers? Oui, évidemment. Ah oui, Évidemment. bien sûr, oui. Évidemment. Poitiers, c'est une anecdote qu'on a prise et qu'on a érigée en modèle. Bien sûr, c'est ce que je voulais vous faire dire. Hein? Oui, voilà, c'était un point de détail de l'histoire. Sur le temps long. Hein? Oui, mais est-ce que ce n'est pas une opinion Enfin, Non. l'ensemble de la France. Non, la Reconquista est vraiment importante. Nadia, oui. Oui, moi je suis un peu étonnée. J'ai déjà entendu cette tentative de minimisation de l'effet de Poitiers. Je suis sceptique parce que même si ce n'était pas une bataille d'une importance colossale, si le pauvre Eudes a été obligé de se soumettre, etc., je compatis, mais je ne suis pas du tout convaincue par le fait qu'un événement, même mineur, ne puisse pas avoir un effet considérable. Ben c'est le cas de Valmy. Valmy, C'est un non-événement, on va dire. Mais ça a eu un retentissement énorme. C'est la propagande. Surprend un peu parce que dans votre activité scientifique d'historienne, j'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu quand même soumise à cette pression actuelle, de la bien-pensance, de la idéologie, qui fait que, voilà, oui, parce que vous leur lâchez trop de terrain, parce que c'est une manière d'exiger une authenticité absolue en faisant apparaître et même en mettant en lumière les aspects noirs, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui contribue à nous déstabiliser et à nous empêcher de mettre en valeur ce qui a de l'importance et qui a constitué les jalons de l'histoire de la France. À vouloir à tout prix montrer, ah non, il y a des mochetés partout, mais on s'en fiche. Mais justement... Simplement, avant que tu répondes, c'est vrai qu'il y a quand même un courant de relativisme qui finit par tout aplanir et par laisser penser que tout se vaut. Alors que tout ne se vaut pas. Non, c'est bien personne n'a dit ça. Voilà. Tout ne se vaut pas. Mais je vais reprendre à mon compte les mots de Georges Dumézil, donc personne bien pensante s'il en est, qui nous expliquait, il me semble que c'était dans son discours soit de réception à l'Académie française, soit dans son discours d'ouverture au Collège de France, et qui nous expliquait que... qu'est-ce qui était important en histoire? Est-ce que c'était d'avoir fait son travail, au final, comme je disais, de révisionnisme, de toujours essayer de trouver des nouvelles choses et de faire avancer l'histoire, quitte à se tromper, ou de la fixer dans un savoir monolithique, faux. Et justement, Georges Dumézil, à ce moment-là, dit sur ses recherches sur les Indo-Européens, peut-être finalement que tout ce que j'ai fait, tout le travail de ma vie, sera prouvé faux et rentrera dans la littérature. Et bien peut-être que là pour l'instant, les sources historiques nous montrent que Poitiers était finalement peut-être un peu de littérature, mais peut-être que plus tard on découvrira quelque chose qui nous fera redire que Poitiers était très importante. Alors voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. Oh, Et oui, si tu me permets, pour rebondir encore sur ce que tu disais aussi, et sur ce que par rapport à ce que disait Madame, comment ça s'appelle, donc Poitiers, c'est effectivement une anecdote en termes d'un point de vue militaire, et si on cherche une bataille où on a été brillante sur la période médiévale, en tout cas, quand c'est vraiment la période médiévale, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Il y a la bataille de Bouvines, où là la France a été absolument lumineuse. Donc voilà, alors si le problème c'est parce que voilà, le Poitiers c'était les musulmans, ceci, cela, oui, enfin à cette époque-là, il n'y a pas que les musulmans qui en voulaient à la France, il y avait à peu près la moitié du monde, comme ça a été le cas depuis le début en fait.
Comme c'est toujours le cas, d'ailleurs. Ça, comme c'est toujours le cas. Donc là, on était quand même contre les Bourguignons, le Saint-Empire, les Anglais, bon voilà. Donc je pense qu'il y a suffisamment de batailles au cours du Moyen-Âge, au cours des guerres de religion, au cours de la période de la guerre de 30 ans, des guerres de Louis XIV, etc., pour trouver des périodes où on a été éliminé, parce qu'on est quand même la meilleure armée du monde. Voilà, au risque de me répéter comme je le dis souvent. Et que sur le temps long, on est ceux qui ont eu le plus grand nombre de victoires, Ouais, etc. On a besoin uniquement de ça. Tu me voles ma... on est là, le pays qui a le plus grand nombre de victoires militaires, donc c'est pas la peine de, je pense, à mon sens, de truquer. De truquer. Il n'y a pas besoin de... Voilà, de... Non, et puis c'est surtout que Poitiers, c'est une récupération identitaire, en fait, assez Oui. récente. Oui, vous avez dit pour l'instant, on ne sait pas. Vous avez compris. D'accord. Mais c'est toujours la conclusion en histoire. J'ajoute, on ne veut pas savoir. Alors je vous explique pourquoi. J'ai découvert récemment sur la Bibliothèque nationale de France un document qui s'appelle le Registre des prises maritimes des corsaires barbaresques, qui a été édité par un certain Albert Devoux en 1862. J'en ai fait une conférence d'ailleurs. Et sur ce livre, on trouve 470 prises détaillées des pirates barbaresques. Bon. Sur quelle période? On en tire des tas d'informations d'ailleurs. Et j'en ai parlé à un historien, il m'a dit, mais comment se fait-il qu'on n'en ait jamais parlé de ce document? C'est un livre perdu, on l'a retrouvé par la Bibliothèque de France, par un tome à la bibliothèque. Et on m'a dit la chose suivante, mais la Marine nationale est parfaitement au courant, mais consigne, il ne faut pas en parler. On ne joue plus le CID. Ça justifie la colonisation. On ne joue plus le CID, c'est pareil. Alors ce document, je l'ai travaillé, je l'ai renumérisé, j'ai fait tout Non, mais ce qu'il fallait c'est ce que je disais, pour le c'est transmettre. que l'histoire est toujours dépendante des découvertes Voilà, et c'est des ça. nouvelles découvertes, qu'elles soient archéologiques, de sources. C'est pour ça d'ailleurs que l'idéologie par l'histoire, bon, on s'intéresse bien sûr nous à l'histoire de France parce qu'on est français, mais l'Ancien Testament c'est un livre d'histoire, ce sont des témoignages, voilà, et on voit bien que dans l'Ancien Testament il y a aujourd'hui des historiens qui continuent de travailler, qui continuent de tout vérifier, et, voilà, et de démêler ça n'est jamais le terminé. mythe de la Exactement, réalité. ça n'est jamais terminé. Et c'est en ça que l'histoire est une science magnifique et qu'elle ne Georges, s'arrêtera jamais. il y a Georges qui voulait poser une Oui, je question. voulais rebondir sur la problématique de la bataille de Poitiers. Oui, la bataille de Poitiers, c'est certainement la bataille qui, à cette époque-là, en 732, a été une des batailles les plus importantes numériquement. Oui. Puisque, Il y avait environ d'une 20 000 manière personnes de générale, chaque personne. en de chaque Languedoc, hein, et là il suffit d'aller reprendre l'histoire du Languedoc telle qu'elle a été écrite par les pères bénédictins, à partir de sources documentées de l'époque. Hein, les Languedociens, puisque je suis de souche languedocienne, ont eu maille à partir avec les Sarrasins et les Visigoths. Et les familles qui étaient titulaires de fiefs à cette époque-là se sont rassemblées pour pouvoir virer et ne plus être enquiquinés tant par les Sarrasins que par les Visigoths. Et ça, c'est carrément, c'est bien explicité dans cette fameuse histoire du Languedoc qui fait au moins une dizaine de volumes. Hein, et alors, c'est sûr qu'on a mis après en exergue la bataille de Poitiers, mais oui, ça n'a pas été c'est pas la seule bataille. Mais à ce moment-là. c'est la bataille qui a rassemblé, parce que la problématique de l'époque, c'était comment rassembler suffisamment de monde pour pouvoir aller faire la guerre. Et mais justement, c'est à ce moment-là où justement on a su rassembler suffisamment de monde pour pouvoir oui, mais leur porter un coup important, bien que par la suite on a mis quand même quelques siècles supplémentaires pour éradiquer complètement les Sarrasins sur le territoire français actuel. Hein. Et si vous reprenez, là, alors là, cette fois-ci, on va se transporter en Dauphiné, mais vous reprenez l'histoire du Dauphiné, les Sarrasins occupaient l'école qui
vous empêcher de partir en pèlerinage à Rome. Et à un moment donné, bah, il a fallu prendre le taureau par les cornes et puis mobiliser suffisamment de gens pour pouvoir les détruire. C'est comme ça que petit à petit, bien, on s'est débarrassé des Sarrasins en France. Au IXe siècle, il a fallu presque un siècle pour les faire partir de tout le sud-est de la France. Ils étaient basés, ils sont restés 70 ans mais sur le temps long, 70 ans, c'est rien. Ah oui, d'accord, mais alors... Au regard de l'histoire, ça n'est rien. Mais là, de 732, on passe à l'an 1000. J'apporte un élément pour dire que, effectivement, après la bataille de Poitiers, 2 siècles après, il y avait encore des Sarrasins en France. Ils ont occupé pendant 70 ans la région qu'on appelle aujourd'hui les Maures, et ils venaient faire des razzias jusque dans le nord. Toute l'économie du sud-est a été, pendant un siècle, elle a été complètement handicapée. Et je ne sais pas si vous savez, mais la ville de Morestel, qui n'est pas très loin, alors il y en a une des étymologies possibles, je la garantis pas, c'est Estelle, c'est-à-dire endroit élevé, comme dans le piédestal, Estelle, des morts, c'est-à-dire c'était un lieu de surveillance du passage des morts qui passait entre empire et royaume sur le Rhône, puisque le Rhône était frontière entre empire et royaume. Et donc ils venaient jusque-là pour faire des razzias. Oui, et ça a été encore au IXe siècle. Oui, des razzias. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, d'autres questions? Très rapidement. Pas sur Poitiers. Est-ce que c'est ça de vouloir opposer morale et objectivité? Par exemple, si on parle de Pasteur et de Landru, on peut être tout à fait objectif sur leur vie et malgré tout porter un jugement. Dans le cas d'un conflit, c'est quand même très important d'aller objectivement chercher savoir qui s'est comporté comme un salopard, qui a respecté les prisonniers, qui a tué des civils. Donc est-ce que c'est sain d'opposer morale et objectivité? Enfin, constamment peut-être. Parce que s'il n'y a pas de morale en histoire, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de morale en histoire. S'il n'y a pas de morale en histoire, c'est qu'il y a de morale nulle part. Non, mais il y a un temps pour l'objectivité et un temps pour la morale. D'accord, là je comprends. Mais l'étude elle-même de l'histoire ne doit pas être morale. Non, mais elle doit faire une part Par importante contre, à la morale. L'histoire peut être utilisée à des fins morales. À des fins morales, là d'accord. Ok, d'accord. Voilà. C'est la même chose. Mais c'est pareil, c'est valable pour toute science. Une science doit être objective, mais elle doit avoir une certaine conscience, cette science. C'est ça, quand dans la science on peut modifier... Quand scientifiquement on peut modifier un embryon par exemple, on peut le faire. Les études qui permettent de le faire ne sont pas soumises à une morale. Par contre, le fait de les utiliser peuvent être soumises à une morale. C'est la même chose. Oui, dans le temps présent, on prend parti. Hein, il y a une élection, il y a une confrontation. Dans le temps présent, on prend parti. Donc là, on prend parti avec sa morale personnelle ou sa morale collective, si on fait partie d'un parti, d'une association, ou si on est dans un corps d'armée. Là, c'est le domaine du temps présent. Mais 20 ans plus tard, une fois que les émotions sont retombées, que les crispations se sont calmées, arrivent les historiens qui étudient froidement ce qui s'est passé. Mais au niveau du temps présent, là, évidemment, on peut se laisser aller. Hein. Mais ça ne change rien par rapport au fait que Landru, ça a toujours été un salopard, même 20 ans après, et que Pasteur a sauvé plein de vies. Ah, mais là, c'est un exemple vrai, mais qui est très simple. C'est facile d'opposer Landru et Pasteur. C'est un exemple qui est très simple. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué si on parle de l'utilisation de l'uranium appauvri pendant la guerre d'Irak. Je sais pas moi. D'accord. Pasteur et Landru, d'accord, c'est très simple.
Vlad Tepes 3 de Bessarabie, est-ce que c'était un salopard ou pas? Non, non. Je connais pas ce monsieur. Donc, Vlad Tepes de Bessarabie était connu pour empaler ses adversaires. Est-ce que c'était un... en fait, Non mais répondez-moi, est-ce que vous considérez que c'est moral d'empaler ses adversaires? Pourquoi pas? Ah oui, non, mais j'ai choisi un exemple en mathématiques. En mathématiques, il suffit d'un seul contre-exemple. Si une formule est fausse pour un contre-exemple, c'est que la formule est fausse. Si je crois que si on a une belle formule, on trouve un contre-exemple. Parce que c'est lié à la provocation qu'on réfléchit et qu'on se remet en On va continuer le débat. Merci à tous pendant la guerre. Ceux qui n'ont peuvent me laisser leur courriel s'ils veulent être mis pour les prochaines.